Bonjour à tous, soyez les bienvenus à Albertville en Savoie pour cette émission spéciale consacrée au Grand Bivouac. Nous avons pris un peu de hauteur, le campement du Grand Bivouac se trouve juste derrière moi. C'est la 12e édition cette année de ce festival du voyage, ce grand rendez-vous des globetrotters et des aventuriers. Et nous justement, nous allons accueillir des aventuriers pour évoquer avec eux cette édition 2013 du Grand Bivouac. Je vais les rejoindre de ce pas et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Oui, et nos invités, ils sont tout autour de moi et je les salue. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes au cœur du bivouac, au cœur de ce grand bivouac donc d'Albertville. Messieurs, dames, on va commencer les présentations. On va être des gentlemen, honneur aux dames. On commence avec Françoise Amélino, bonjour. Vous Bonjour. êtes ornithologue, vous êtes une grande voyageuse. Vous avez notamment une passion pour les manchots. On en parlera dans un instant. À vos côtés, Michel Kazongo, bonjour. Bonjour. Alors Michel, vous nous venez du Burkina Faso. Vous êtes metteur en scène, vous êtes réalisateur, vous êtes scénariste, producteur. Vous avez réalisé plusieurs documentaires, notamment en Afrique. Vous présentez un de vos films à l'occasion de ce grand bivouac. Là encore, on en parlera dans un instant. Et puis, je salue également Patrice Franceschi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Un plaisir. Patrice, je ne vais pas évoquer l'intégralité de votre curriculum vitae parce que je crois qu'on y passerait 2 jours. En résumé, quand même, vous êtes réalisateur, vous êtes écrivain, vous êtes marin, vous êtes aviateur, vous êtes surtout un inlassable bourlingueur. Vous avez bougé par monts et par vaux, vous avez navigué aussi, on l'évoquera, sur toutes les mers du globe. Et vous avez surtout, j'ai noté dans votre CV, quelque chose qui m'a marqué, qui m'a étonné. Vous vivez l'aventure très concrètement parce que vous êtes très souvent dans des pays en guerre, dans des pays en conflit et vous allez au front, on peut le dire. Je crois que vraiment vous êtes dans le concret et vous y tenez. Oui, je pense que l'aventure, ce n'est pas le voyage. Que l'aventure, c'est la plupart du temps quelque chose qui veut être fécond et qui a pour objectif de s'engager. Et je crois que la notion d'engagement avec celle de l'aventure est très importante. Donc c'est vrai qu'au-delà des simples voyages, des raids aériens, maritimes, l'engagement dans les zones en guerre pour des causes que l'on veut défendre, comme en Afghanistan, en Syrie et ailleurs, ça a été très important pour moi dans ma vie. Pour moi, ça fait vraiment partie de l'aventure. Et si le risque est consubstantiel à l'aventure et à la vie, je pense qu'il ne faut pas l'élaguer trop souvent dans les engagements qu'il faut tenir. Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites parce que vous l'avez dit, engagement, vous l'avez dit plusieurs fois, mais vous risquez votre vie. Vous avez été notamment, on va citer un exemple, avec les guérilleros afghans contre l'armée soviétique dans les années 90. Là, il y a carrément danger. C'était dans les années 80, c'était la guerre d'avant. Oui, l'Afghanistan, j'y ai passé de très longues années entre l'invasion soviétique et la libération de Kaboul, parce que pour moi, il y avait un engagement. C'était à l'époque pour moi comme si j'avais été une génération avant, 1940, quand les nazis envahissaient la France. Et quand on noue de vrais rapports humains avec des gens, c'est-à-dire quand on va là où ça ne va pas et non pas là où ça va, ça c'est le tourisme, fatalement, à un moment donné, si vous n'avez pas, je dirais, de l'eau tiède qui coule dans vos veines, vous essayez à votre niveau de faire quelque chose. Donc pour moi, ça fait vraiment partie de l'aventure. Et quand je parle de fécondité dans l'aventure, c'est pas seulement dans ce type d'engagement, c'est aussi dans le fait qu'une aventure en elle-même, si vous n'en tirez rien, si vous traversez la vie sans apprendre et sans comprendre, au fond, ça ne sert à rien. Et si de cet apprentissage et de cette compréhension du monde, car la question est le monde, comment ça marche, vous n'en faites pas quelque chose qui est dans l'art, alors vous êtes bancal. Et pour moi, c'est l'écriture qui est essentielle. C'est pour ça que moi, je dis plutôt que je partage ma vie depuis que j'ai 18 ans entre l'écriture et l'aventure. Et ça me met en accord avec moi-même et je crois que ça s'appelle le bonheur.
Alors, Patrice Francisci, on l'a bien compris, hein, il y a le voyage, il y a l'aventure, c'est très différent. Je l'ai dit en préambule, vous êtes également marin, vous avez un bateau, un trois-mâts, et vous bourlinguez comme ça dans les mers du globe. Vous avez fait de nombreuses expéditions d'observation. Vous êtes notamment allé en Amazonie. On va regarder un extrait d'un des films que vous avez ramené de ce voyage, de cette aventure, et on en parle juste après. Regardez. Merci. Après 3 jours de marche et de navigation, je retrouve la Houma des Sakudei, mais en ruine, totalement détruite 5 ans plus tôt lors d'un tremblement de terre. Elle n'a pas été reconstruite pour une raison que j'ignore encore, et tout le clan est aujourd'hui dispersé. Ces images me semblent marquer la fin d'une époque, pour les Sakudei comme pour moi. J'ai passé des jours heureux ici avec eux, il y a bien longtemps. Je vais découvrir Raiba et sa famille dans la petite case qu'ils habitent désormais à côté de l'ancienne Houma. Et les retrouvailles vont être telles que je les avais imaginées, entre émotion et simplicité. Raiba ne s'attendait pas à ce que je surgisse aussi soudainement de la forêt. Je ne sais comment il me voit après ces 15 années, mais moi, je suis content de le retrouver comme si je l'avais quitté hier. Il me semble toujours aussi vigoureux et plaisant surtout comme autrefois. Raiba me dit que rien de notable ne s'est passé depuis mon départ, hormis la destruction de la Houma, et que son seul rêve maintenant serait d'en reconstruire une. Mais il m'en parlera plus tard, me dit-il. Nous avons le temps. Buvons et mangeons d'abord. Ensuite, nous verrons les autres membres du clan, et ses frères surtout, qui vont être aussi surpris que lui. Voilà, Raiba et ses frères, c'est le titre de ce film. Et je me suis trompé, il n'a pas été tourné en Amazonie, vous l'aurez compris, mais bel et bien en Indonésie. Patrice, vous avez vécu, par contre, totalement en immersion auprès de ces gens. Vous avez vraiment des rapports très serrés avec eux. Dans ce film qui, je crois, est diffusé ce soir, absolument, au Grand Bivouac, c'est une idée que j'avais proposée à France Télévisions. C'est que depuis que j'ai 18 ans, ça va faire 40 ans, j'ai vécu dans différentes communautés comme celle-ci, des petits peuples en Amazonie, chez les Pygmées, les Indiens, les Papous, les Mentawai, les Nilotiques. Et une trentaine d'années après, j'ai commencé à me dire, mais tous ces gens-là, tous les jours, je me demande ce qu'ils sont devenus au fur et à mesure. Et j'ai envie de retourner chez chacun d'eux et de raconter leur histoire en tant que population et en tant qu'individu sur au minimum une génération. Et ça va prendre encore 20 ans, j'espère. Et Raiba et ses frères, c'est le premier. 15 ans après être allé avec eux avec mon premier navire, la Jonque de la Boudeuse, que j'ai perdu dans un naufrage plus tard, et de savoir ce qu'ils étaient devenus les uns et les autres. Et dans quelques jours, je retourne chez les Saha de l'île Pentecôte avec la même équipe, savoir ce qu'ils sont devenus, eux, une dizaine d'années après. C'est quelque chose de fondamental de traverser le temps, et notamment pour les gens, de comprendre quel type d'adaptation ils peuvent avoir au monde moderne. Est-ce qu'ils ont bougé, changé? Quelle est leur vie? Quels sont leurs rêves, leurs désirs? Comment ils voient leur avenir? Comment il s'est passé réellement? Et si on fait ça sur au minimum une génération, les gens qui naissent, qui meurent, qui se marient, etc., c'est vraiment au niveau des relations humaines ce que je connais de plus profond avec les liens que j'ai pu nouer avec les Kurdes ou les Afghans. Voilà. L'adaptation au monde moderne, c'est vrai qu'on en reparlera dans cette émission. Je rappelle qu'on peut voir donc ce film dès ce soir ici au Grand Bivouac. Patrice, vous restez avec nous. On va passer de cette chaleur un petit peu de l'Indonésie à des températures beaucoup plus glaciales, on va dire. Ce qui va nous mener à la température d'ici. Hein, voilà, exactement. C'est vrai qu'il fait un peu frisquet quand même aujourd'hui sur Albertville. On va donc enchaîner avec Françoise Amilino. Françoise, je l'ai dit en préambule, vous êtes ornithologue et puis vous avez deux passions, le voyage, c'est clair, mais également les animaux marins, les oiseaux marins et notamment les manchots. Vous êtes allé plusieurs mois, vous aussi, comme Patrice, en immersion en Adélie, à Dumont-d'Urville, sur la base de Dumont-d'Urville, pour vivre dans des températures, j'imagine, extrêmement difficiles. On va regarder des photos que vous avez ramenées, absolument magnifiques. Véronique, notre script qui a vu les photos hier, était vraiment sous le charme. On les regarde et puis on en parle juste après.
Voilà des photos magnifiques. Françoise, on vous a vu, alors pas comme Patrice, lui il est en immersion avec les populations, les peuplades. Vous étiez carrément en immersion avec les oiseaux, les manchots. On vous a vu, vous étiez tout près, vous avez approché vraiment de près. Hein. Oui, c'est ça. Donc, j'étais là-bas dans le cadre d'un hivernage pour un laboratoire de recherche. Alors, j'ai travaillé sur les manchots empereurs et ADI. Et après, c'est vrai que c'est pas une aventure humaine dans le sens où je vais pas rencontrer des populations différentes, mais c'est une aventure humaine parce qu'on est en groupe restreint pendant l'hiver. Donc voilà, c'est pas le même genre d'aventure que. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis c'est vrai qu'il y a des conditions extrêmes, hein. Elles sont différentes de celles qu'évoquait Patrice à l'instant, mais j'imagine que vivre 15 mois dans ces conditions, c'est pas facile. Hein. Alors après, je vais peut-être vous décevoir, mais les conditions sur la base ne sont pas si rudes que ça, parce qu'on a quand même un cuisinier qui nous fait à manger, un pâtissier qui nous faisait des gâteaux tous les soirs. Voilà, un petit confort quand même pour, donc après, entretenir le moral. Voilà, c'est ça. C'est plus pour, on va dire que c'est dur d'être isolé pendant aussi longtemps, d'être loin de ses proches. Donc en contrepartie, on a des conditions de vie assez faciles sur la base. Après, moi, je travaillais dehors sur les manchots, donc on avait un équipement fourni par l'Institut polaire qui nous permettait de ne pas avoir froid dehors. Quoi. Quel type d'éléments scientifiques, j'imagine, vous avez ramené de ces observations spécifiques des manchots? Alors, c'était le but, hein, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Donc moi, je travaillais pour des chercheurs. Donc c'est pas moi directement qui ai analysé les données. J'étais juste là pour récolter des données. Donc on va dire qu'il y a deux grands types de données. Il y a de la recherche fondamentale, donc des expériences qu'on va mener pour mieux comprendre comment vivent les oiseaux et leur écologie. Et aussi un suivi à long terme qui est effectué depuis les années 1950 en terre Adélie et qui permet de savoir comment la population évolue avec les changements climatiques, notamment pour les problématiques actuelles. Rapidement, Françoise, en quelques mots, le thème de ce grand bivouac, c'est reprendre la route. Qu'est-ce qui fait, je pose la question à tout le monde, on en reparlera, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour on déclenche comme ça, on part 15 mois au bout du monde dans le froid? Bonne question. Je pense que j'étais attirée là par l'aventure humaine, de rester en petit groupe comme ça, isolé pendant aussi longtemps. Et aussi par la chance de pouvoir vivre dans un environnement aussi différent et d'en profiter au quotidien et d'être immergé dans un monde que je ne connaissais pas du tout. Quoi. Voilà, il faut du courage en tous les cas pour vivre ces aventures, ça c'est clair. Je me tourne maintenant vers Michel Kazongo, bonjour. Bonjour. Vous Michel, vous êtes burkinabé et vous avez réalisé plusieurs documentaires, notamment en Afrique. On va parler de celui que vous présentez à l'occasion de ce Grand Bivouac 2013. Il est particulier parce qu'il est lié, je crois, au destin tragique de votre frère. Expliquez-nous en quelques mots la trame de ce film. En fait, c'est une histoire de mon grand frère, donc aussi mon histoire, parce que c'est l'histoire de l'immigration à l'intérieur de l'Afrique. Et cette histoire qui prend ses sources depuis la colonisation, l'immigration dont je vais parler. Et mon grand frère est parti un jour de chez lui à l'aventure, comme partaient les jeunes de son âge, en 1978, en Côte d'Ivoire, pour travailler dans les plantations de café et de cacao. Et il n'est plus jamais revenu. Et moi, j'étais petit, j'avais 4 ans. Et j'ai toujours gardé l'idée d'un grand frère qui va rentrer un jour. Parce que c'est ainsi que ça se passait. Les gens partaient, ils revenaient. Et alors, lui n'est plus jamais revenu. Et plus tard, moi, j'ai essayé de repartir à sa recherche, à la recherche de son histoire, parce qu'on nous a annoncé qu'il est décédé. Et j'ai eu du mal à intégrer cette nouvelle. Voilà. Donc, et vous avez voulu, avec votre caméra, aller sur place et peut-être retourner sur ces traces. On va regarder un extrait de ce film. C'est vrai que c'est un film fort, c'est un film émouvant. On en parle juste après. C'est pas ça pour toi. Mais oui, ça, mais c'est pour les grandes personnes. Toi aussi, pour faire, tu seras grande personne. Ah oui, je vois. Les gens qui grandissent, toi, tu grandis jamais. Moi, c'est ma mère. Ta mère, comment? Et Michael là. Chaque 2 mois, moi, je dois aller au pays là, avant de revenir. On ne doit pas se perdre là. On doit se rappeler ses racines là. C'est normal, hein. C'est le patriotisme là. Même si on nous a bien reçus ici, c'est pas chez nous ici, hein. On doit repartir. Hein. Ouais, Michel Kazongo, on le voit, on le comprend très vite. Hein. Vous aussi, comme Patrice, comme Françoise, vous allez au contact des gens, vous êtes très près d'eux et il y a cette confiance qui s'instaure et cette discussion, ce dialogue, c'est important. Oui, c'est important parce que en fait, j'ai voulu comprendre comment on quitte chez soi un jour
et pour partir à quelque part. Voilà, c'était l'idée du film. Et aussi cette forte communauté burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire, il faut le souligner. Et donc j'ai voulu côtoyer cette population et rentrer vraiment en immersion avec cette population pour comprendre comment ils gèrent entre guillemets leur aventure et comment ils règlent ce malentendu pour moi qui a toujours existé entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Donc l'idée du film c'était d'abord en filigrane l'idée du grand frère qui est parti, mais aussi cette population qui vit en Côte d'Ivoire depuis des millénaires et qui est intégrée d'une manière ou d'une autre. Et j'ai voulu vraiment comprendre comment ils vivent, dans quelles conditions ces gens vivent. Alors on peut voir ce film qui est un message d'espoir également, ici bien sûr au Grand Bivouac. Pour un réalisateur comme vous venez d'Afrique, c'est important de vous retrouver ici en France, au contact du public et puis de présenter justement votre documentaire. Oui, c'est très important parce qu'en tant qu'auteur, quand on réalise une œuvre avec des gens, moi je fais le film avec les gens, donc j'ai envie de discuter avec les gens. Donc venir au festival Grand Bivouac, pour moi c'est un plaisir parce que je pense que beaucoup découvriront aussi une petite facette de l'Afrique qui est assez différente. Parce que cette forme d'immigration, même si elle porte le thème universel de l'immigration, ça se passe quand même entre deux pays africains et c'est assez spécifique. Patrice Franceschi. Non, parce qu'on oublie très souvent qu'il y a une immigration sud-sud extrêmement importante qui pose un autre type de problème. Et effectivement, il y a beaucoup de Burkinabés en Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays. C'est absolument incroyable comment ça circule. Et avec des problématiques d'intégration, comme quand il dit, très bien la phrase, la patrie, je suis ici, mais je ne suis pas d'ici, je dois partir. Et c'est des thèmes qui sont rarement abordés. Voilà. Dans l'immigration sud-sud, on sait très bien qu'on envoie un morceau, quoi. Oui. Absolument, absolument. Messieurs, on a eu un petit changement d'invité et on salue maintenant Marianne Chaud. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Je précise que vous étiez vous-même, alors carrément en projection de votre film ce matin. Vous êtes ethnologue, vous êtes passionné notamment de voyage bien sûr, mais par une population particulière, population du Ladakh. C'est une population himalayenne du nord de l'Inde. Et vous aussi, vous êtes parti. Alors quand on parle d'immersion, vous c'est carrément la totale, puisque vous avez vécu très longtemps également avec ces populations. On va regarder un premier extrait du film que vous projetez à l'occasion de ce Grand Bivouac. Et puis, on va vous poser des questions parce que vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Regardez. On l'appelle Gusmet. Dans le pays, ma beaucoup chindok. Nandere mitu gali minda chi chonduk gali la cha tangu suk amma to na gali la cha tangu minduk te khat thang dik som yan ba mana ta nandere mitu minda chi chonduk enu wa zan chi chonduk golfi zan chi sumugri zan chi chonduk minda tenga ta ma thuna mangbu chi chong ngata nyoi peni yang met qui se décimane donc. Devant avec. Voilà, des images vraiment magnifiques. Marianne Chaud, là, l'immersion, elle est très concrète puisqu'on l'a compris, hein, vous avez appris la langue de ces gens, vous discutez avec eux comme si c'était votre langue maternelle. Ça, c'est important, j'imagine aussi. Oui, en fait, ça fait 12 ans que je retourne au Ladakh, donc dans le nord de l'Inde, chez ces populations-là. Et je passe entre 3 et 6 mois chaque année. Et c'est vraiment devenu mon second pays. Et le ladakhi est devenu un peu ma seconde langue. Quand je suis là-bas, je rêve en ladakhi. J'adore parler le ladakhi. Et c'est vrai que ça permet d'avoir des échanges qui sont d'une grande intimité. Et c'est vraiment ce que je recherche dans mes films. En fait, j'essaie de montrer que ces gens qui paraissent complètement différents de nous, avec des préoccupations tout à fait différentes des nôtres, sont finalement tellement proches, avec les mêmes motivations, les mêmes sentiments, les mêmes inquiétudes. Et quand on parle la même langue, on se rend compte finalement qu'on est très proches. Une précision, Marianne, vous parlez de l'intimité, vous partez avec votre caméra et un micro, c'est tout simple. J'imagine que ça favorise aussi l'intimité avec ces gens, ils s'habituent à la caméra, ils l'apprivoisent.
Oui, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ces films-là, c'est de nouer des amitiés, de les rencontrer. J'aime les filmer, mais c'est parce que la caméra me permet de leur poser des questions, de créer des relations très, très, très proches. Et effectivement, à chaque fois que j'arrive en fait, dans mes tournages là-bas, je dis est-ce que je peux faire un film sur vous? Et à chaque fois, on me dit non, hors de question, tu ne peux pas nous filmer. Et donc, je passe du temps avec eux, on apprend à se connaître, ils me font confiance. C'est important, la confiance. Et je sors ma caméra petit à petit. Et puis, au bout d'un moment, la caméra fait partie du paysage. Ils ne l'oublient jamais, mais ils l'acceptent. Et ils m'offrent leur intimité. Patrice Franceschi parlait tout à l'heure de l'adaptation au monde moderne des gens que vous rencontrez tous. Là, c'est étonnant, dans l'extrait qu'on a vu, ils disent, monsieur, avant on était à pied, tout allait très bien, on était comme des imbéciles, on était heureux, et puis maintenant il y a plein de voitures. Cette société de consommation, en tous les cas, vous le sentez, elle ne les rend pas forcément heureux. Enfin, comment est-ce qu'ils vivent ça ? Le gros problème, c'est qu'en fait, le regard extérieur qu'ont les gens de la ville sur eux est un regard assez méprisant. Ils sont considérés un peu comme des gens, comme des ploucs, il le dit. Hein. Si on n'a pas une voiture, si on ne sait pas parler anglais, on est des ploucs. Et finalement, ils perdent la fierté d'être ce qu'ils sont. Ils sont quand même des gens extraordinaires. Ils arrivent à vivre dans des conditions incroyables, 4500 mètres d'altitude, des hivers extrêmement rigoureux. Ils ont construit tout un équilibre fou. Donc ils pourraient être fiers de tout ça. Et finalement, ils se sentent bouseux, ils sentent qu'ils n'ont pas un beau manteau, ils sentent qu'ils sont en retard, qu'ils sont arriérés, qu'ils sont isolés. Et donc ils partent. Vous savez que c'est un phénomène général. Mais c'est ça qui est affreux. Le consumérisme se répand partout. Absolument. Et celui qui n'est pas capable de considérer, il change de classe par l'ascenseur par le bas. C'est malheureusement une des... Et tout le problème de ces populations, c'est toujours comment je peux m'adapter dans une sorte de troisième voie, avec une préservation à minima de mes traditions et de ce que je suis, et quand même une adaptation à minima aussi de la modernité. Sinon, je régresse dans la société. Et ça, c'est quand même pas très agréable. En revanche, ce que vous dites, c'est que, et c'est ce qui m'intéressait avec le Tour du Monde de la Boudeuse, de 3 années au Tour du Monde qu'on a fait en 2004-2007, la thématique, c'était justement quelles sont derrière les différences immédiatement perceptibles, les ressemblances un peu plus cachées, mais qui sont effectivement là. Et on avait posé pendant 3 années à tous les peuples du monde les mêmes questions sur l'avenir, vos préoccupations, les enfants, qu'est-ce que c'est, la culture, etc. Et on trouvait, depuis chez les Indiens d'Amazonie jusque chez les Saad, l'île de Pentecôte et d'autres, à peu près les mêmes réponses. Et ça, c'était intéressant sur la question qui, moi, m'intéresse de l'universalisme. Voilà. Moi, ce que je remarque qui est frappant dans les 3 extraits qu'on a montrés de vos films, c'est que les gens, ils rient beaucoup. Il y en a un, même dans votre film, Patrice, il a carrément le visage qui est marqué, les dents et tout ça. On voit qu'il rit beaucoup. Pareil pour Michel, pareil pour vous, Marianne. Ces gens que vous rencontrez à l'autre bout du monde, qui sont pour certains des primitifs, comme on dit nous, ils sont heureux, vous ressentez leur bonheur? Alors, heureux, oui, pour certaines choses et malheureux pour d'autres. Question santé, par exemple. Le droit au progrès social, il leur appartient comme à nous. Ce n'est pas à nous de décider pour eux que vous êtes beaucoup mieux tout nu dans votre coin à faire votre truc. Ça, ce serait vraiment une vision européocentriste ou ethnocentrique qui n'est pas supportable. Donc, ils sont heureux pour un tas de choses et malheureux pour d'autres. Et vraiment, le point de vue de la santé, par exemple, ou pour les femmes de l'eau courante, quand une femme dit attends, le robinet, un truc, je tourne et ça vient, plutôt que de faire 10 km pour aller chercher de l'eau, elle va vous dire je le veux et c'est normal et vous n'avez pas le droit de lui interdire. Donc c'est toute une problématique très complexe. Alors la vision simple, c'est de dire qu'ils restent comme ils sont, un petit musée, là, vachement bien, sympa, exotisme, c'est très bien, et c'est pas la vraie réponse. La vraie réponse, c'est à eux de la trouver dans cette adaptation, cette troisième voie entre la modernité et la tradition. Voilà, messieurs, dames, en tous les cas, merci beaucoup. Michel, l'équilibre à trouver c'est qui est difficile, justement. Voilà, c'est ça l'affaire. Voilà. C'est difficile. Ça sera le mot de la fin. L'émission touche à sa fin, ça passe très vite. Marianne, très rapidement, on peut revoir votre film dans le week-end? Vous le reverrez demain à 10h au Dôme Gambetta. Voilà, écoutez, merci. En tous les cas, l'émission touche à sa fin. Je l'ai dit, je vais vous quitter. On va aller rejoindre Guy Chaumereuil, notre dernier invité qui nous attend un peu plus loin. Merci en tous les cas d'être venu aujourd'hui dans cette émission. Et puis, bonne fin de week-end à toutes et à tous. Voilà, j'ai évité de me casser la figure en descendant de l'estrade. Autrement, c'était le bêtisier garanti. Et là, c'est sympa, on se balade au milieu du public. Et on va retrouver donc tout de suite Guy Chaumereuil. Attention, c'est Armand, notre caméraman, qui va essayer de ne pas percuter le public en direct. Ce sont les joies du direct, messieurs. Bonjour.
Et on arrive maintenant dans un stand, alors vraiment très sympa. Alors je peux vous dire, mesdames, messieurs, qu'ici ça sent très très bon. Il y a des dattes, des poires, des papayes, des melons, des tomates séchées, même des figuettes espagnoles. Et je salue Guy Chaubreuil. Bonjour Guy. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. Pour l'anecdote, on a travaillé ensemble il y a très longtemps. C'était mes débuts de journaliste. C'est vrai. C'était, Mais là, vous me surprenez en train de. Alors, c'était en radio. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire c'est de la Guy poire plate. Et dans l'ouest de la France, on appelle ça de la poire tapée, hein, c'est ça. D'accord. Et Ça ça nous sent fait très bon. beaucoup rire parce que avec ma maman, on disait tiens, on va se taper une poire. C'est ouais. vraiment très drôle. Voilà. Mais donc j'ai un vrai souvenir pour la poire plate. Voilà, c'est des émotions. Ouais. Et puis en plus, ça sent très bon. Guy Chaubreuil, vous êtes à l'origine de ce grand bivouac. Vous l'avez créé. C'est la 12e édition cette année. Vous imaginiez quand vous l'avez créé, quand vous avez donné naissance à ce bébé qui deviendrait cet adulte avec 25 000 personnes qui viennent chaque année? Ouais, très franchement, non. Non, mais c'est un petit peu un miracle. Mais derrière le miracle, il y a beaucoup de choses, hein, notamment, bien sûr, il y a un soutien sans faille de la ville d'Albertville. Albertville, vous savez, ils ont eu les Jeux, on a eu les Jeux, mais après on dit « Ah, mais Albertville », non, Albertville a tous les atouts justement pour recevoir et accueillir et soutenir un tel festival. Donc il y a eu plein d'éléments qui ont fait que finalement ça a bien pris. Et aujourd'hui, c'est vrai que d'une certaine manière, on a une petite fierté sur le fait d'annoncer 30 000 entrées. Le plus important, c'est qu'on se soit aperçu que le public était curieux et avait besoin de comprendre le monde. Et c'est ça qui est important. Et ça, c'est très important. Et le public sera très nombreux. Guy, on est obligé de conclure. On n'a vraiment plus beaucoup de temps. Très bonne journée à tous. Très bon week-end. Et puis, à très bientôt sur France 3. Bonne journée à tous. Merci Guy.